Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle causerie dont le sujet est Dis-moi Mariama, quels sont tes 10 conseils pour une vie de couple sereine? Je suis Mariama et je vous dis tout. Lorsqu'on se met en couple ou lorsqu'on se marie, nos aînés qui pourtant ont beaucoup d'expérience ne nous donnent pas suffisamment de conseils pratiques pour qu'on puisse justement vivre une vie de couple harmonieuse. Souvent, on va nous dire que la longévité ou même la réussite d'un couple ou d'un mariage va reposer sur le respect mutuel, la capacité à communiquer et enfin la patience. Et très souvent, c'est d'ailleurs la patience féminine. Mais au-delà de ça, moi, j'avoue avoir manqué de conseils pratiques qui me permettent de plus facilement appréhender le fait de vivre avec une personne qui finalement m'est inconnue, qui a un parcours qui est le sien, dont je ne connais pas non plus tous les secrets, et avec laquelle pourtant, voilà, j'ai choisi de m'installer. Mais je pense que si j'avais pu bénéficier d'un certain nombre de conseils, eh bien, je me serais évité bien du stress, bien des difficultés, ou tout du moins, j'aurais su les appréhender différemment. Donc c'est la raison pour laquelle, sur la base de mon expérience, mais aussi de tous les échanges que j'ai pu avoir avec des femmes et des hommes par rapport à la vie de couple, eh bien, je vous propose 10 conseils qui, de mon point de vue en tout cas, pourraient vous aider à surmonter certaines difficultés ou tout du moins, en tout cas, les appréhender, comme je le disais si bien, de manière un peu plus sereine. Alors, le premier conseil, c'est dévoiler sa réelle personnalité. Souvent, en fait, on s'imagine l'idéal en termes de comportement pour un homme ou pour une femme. Et parfois, ce ne sont pas des comportements qu'on a nous-mêmes naturellement. Eh bien, certains hommes et certaines femmes vont adopter ces comportements, faire comme si c'était les leurs naturellement, et donc s'imposer en fait de jouer un rôle qui peut parfois être très loin de leur manière d'être naturelle. Alors effectivement, c'est évident, quand on est dans la phase de séduction, il s'agit pour chacun de se montrer sous son meilleur jour. Donc de mettre en avant ses qualités et d'essayer le plus possible en tout cas de ne pas dévoiler tout de suite ses défauts. Mais quand on adopte des comportements qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas notre base, notre personnalité, eh bien ça suppose d'être dans un contrôle permanent. Et je suis certaine que ce contrôle-là, c'est pas possible de l'avoir tout le temps. Eh bien quand ce comportement en fait qu'on a décidé d'adopter est différent de notre vraie personnalité, au moment où finalement les choses vont se révéler, où on va se révéler selon notre vraie nature, la personne avec laquelle on est, que ce soit un homme ou une femme, peut tout à coup se sentir flouée. Donc moi, j'engage chacun à jouer la carte de l'authenticité. Parce que de toute manière, la personne qui va décider de vivre avec vous, de se marier avec vous, c'est la personne qui vous aura choisi vous dans votre singularité. Donc essayez de camper le rôle fantasmé de l'idéal du comportement que devrait avoir une femme ou que devrait avoir un homme, eh bien je trouve que ça brouille un petit peu les cartes et c'est pas la meilleure manière de démarrer une relation. Ensuite, la deuxième chose, c'est de ne pas renoncer aux amitiés. En fait, dans une certaine vision du couple, pour vivre les choses intensément, il faut être dans un rapport presque fusionnel avec la personne aimée, quasiment exclusif, et à ce titre, les relations amicales ou les relations familiales vont être reléguées, parfois même complètement abandonnées. On va s'isoler dans ce cocon que devient le couple, et dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est une grosse prise de risque. Déjà parce que en tant qu'individu, pour moi, pour s'épanouir, on a besoin d'être en interaction avec différents groupes de personnes. La famille, effectivement, les amis, les collègues également, et que sais-je encore. Et le fait de s'isoler pour privilégier la relation amoureuse, déjà, ça met une grosse pression sur le couple parce qu'il faut absolument réussir cette relation de couple et notre bonheur en tant qu'individu, notre épanouissement personnel va être complètement confondu avec la réussite ou l'épanouissement dans le couple. Et ça, c'est assez dangereux et en plus, ça fait peser sur le partenaire une responsabilité qui est quand même assez importante. Et pour moi, tout est une question d'équilibre. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre la relation amoureuse, les relations amicales, familiales, professionnelles, etc. Alors, il est vrai que les journées ne sont pas extensibles, hein, 24 heures c'est 24 heures, et il faut pouvoir donner de la place à cette nouvelle personne qui entre dans notre vie. Donc, de moins voir ses amis ou moins voir sa famille, c'est quelque chose qui s'entend tout à fait, et encore plus au début de la relation, où on veut vraiment tout mettre pour réussir à séduire la personne qu'on voit ou bien qu'on aime. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre, mais il s'agit vraiment de trouver l'équilibre et de ne pas renoncer à un certain type de relation pour pouvoir se consacrer exclusivement à la relation amoureuse. D'autant plus qu'il y a quand même un danger derrière ça, que c'est que si on s'isole
complètement en cas de difficulté, hein, ça peut arriver dans un couple, les débuts ne prédisent pas forcément comment la suite sera, eh bien on peut se retrouver, si on est en difficulté, à ne pas avoir de relais, à ne pas avoir d'espace dans lequel on puisse exprimer les choses, ou même tout simplement un espace dans lequel se ressourcer. Donc c'est vraiment très important de conserver également ses amitiés à côté de la relation amoureuse, en sachant que les deux n'entrent pas en concurrence parce que ça n'apporte pas la même chose aux individus. L'autre chose, c'est de garder pour soi une part de secret, de mystère, un jardin secret. Ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est que dans certaines conceptions du couple, le côté très fusionnel veut que on dise tout à la personne avec laquelle on est, qu'on lui raconte son histoire, ses blessures, ses secrets, etc. Alors, de mon point de vue, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que je trouve qu'il y a un certain attrait, un certain charme au mystère aussi et que ça fait aussi partie de la phase de découverte de révéler les choses petit à petit. Et puis ce temps-là qu'on prend pour se raconter, c'est aussi un temps où on observe l'autre et où on s'assure aussi qu'on est face à une personne avec laquelle on peut se projeter, à une personne bienveillante aussi. Et puis il s'agit aussi de se protéger un petit peu soi-même parce que, encore une fois, on ne sait pas exactement qui est la personne en face de qui on est. Si on est avec une personne bienveillante à laquelle on raconte ses blessures, ses secrets de famille, voire même les confidences amicales, eh bien si la personne est bienveillante, elle saura le prendre uniquement comme une information qui lui permettra de mieux vous cerner, de mieux vous connaître. Mais si vous tombez sur une personne qui est moins bien intentionnée, qui est un peu dans des formes de manipulation, eh bien toutes ces choses-là que vous allez lui dire, elle peut les utiliser pour, à un moment donné, les retourner contre vous. Donc c'est aussi se protéger que de prendre le temps de se dévoiler et pas d'emblée, dès la première rencontre, ou même la deuxième ou la troisième, eh bien faire sa biographie de la naissance jusqu'au moment de la rencontre avec cette personne-là. Donc vraiment, c'est aussi pour se protéger et pour, comme je le disais, amener un petit peu de mystère dans la relation, dans la découverte, et c'est vraiment une bonne chose. Au fur et à mesure, on peut se dévoiler. Moi, je suis en couple depuis 10 ans, mon mari ne sait pas tout de moi, et c'est très bien, et je ne sais pas tout de lui non plus, donc on continue aussi à découvrir certaines choses, et à se livrer de plus en plus, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. L'autre conseil que je peux donner, c'est le partage équitable des tâches quotidiennes. Lorsqu'on se met en couple, lorsqu'on vit ensemble sous le même toit, il y a forcément des tâches au quotidien. Et très souvent, en fait, la répartition de ces tâches-là va être très genrée. C'est-à-dire que la femme, elle va faire la cuisine, faire les courses, le ménage, s'occuper des enfants s'il y en a. Le mari, lui, va plus être sur, par exemple, sortir les poubelles, laver la voiture, faire le bricolage, accompagner les enfants à leurs activités sportives, par exemple. Eh bien, en fait, c'est-à-dire que la différence va se faire dans des tâches qui vont être quotidiennes, répétitives, qui vont être plutôt confiées à la femme, et des tâches qui sont plutôt exceptionnelles et récréatives qui vont être confiées à l'homme. Et là, il s'installe quelque chose qui est inéquitable. Et c'est important en fait de pouvoir interroger la personne avec laquelle on souhaite se projeter sur la façon dont elle conçoit justement le partage des tâches au sein du couple. Maintenant, si les deux sont d'accord sur une répartition des tâches qui soit genrée, telle que les exemples que j'ai donnés précédemment, tout va bien, c'est-à-dire que chacun s'y retrouve. Mais lorsque une personne est assignée à un certain nombre de tâches avec lesquelles elle n'est pas à l'aise ou bien que ça fait trop pour elle, ben, elle va accumuler en fait des frustrations qui peuvent nourrir des rancœurs qui vont donner des disputes. Et donc, comme on dit, on vise une vie de couple sereine. Donc, autant prendre le problème à la racine, en parler déjà en amont, savoir comment on va s'organiser. Et puis aussi, c'est important de se sentir soutenu dans un couple et avoir cette impression qu'on avance tous les deux et que la bonne gestion du foyer soit l'affaire des deux. C'est vraiment important et c'est d'autant plus important quand on a des enfants parce que ça ajoute encore d'autres obligations lorsqu'on a des enfants et lorsque une femme ou un homme a l'impression que tout repose sur ses épaules, forcément elle va avoir des crispations par rapport à son partenaire, ce qui évidemment n'est pas une bonne chose pour une vie de couple harmonieuse. L'autre chose aussi, c'est de clairement parler de la gestion de l'argent dans le couple. Alors ça avait fait l'objet déjà d'une causerie précédente, mais donc là je le redis, autant que possible aborder cette question-là tôt dans la relation. Alors c'est sûr que c'est anti-romantique de venir parler d'argent quand on convoite une personne ou bien qu'on souhaite se projeter avec elle.
effectivement, mais c'est quand même important de le faire, savoir est-ce qu'on aura deux comptes distincts, est-ce qu'on aura un compte commun, qui paiera quoi, est-ce qu'on fera 50-50, est-ce qu'il y en a un qui paiera tout et l'autre rien, est-ce qu'on va affecter des dépenses spécifiques à la gestion de chacun, enfin autant de choses vraiment dont il faut parler et aussi être au clair avec son propre rapport à l'argent. Qu'est-ce que l'argent signifie pour soi et comment on souhaite le dépenser? Parce que le problème derrière, et on l'avait bien dit, c'est que derrière la gestion de l'argent dans le couple, il y a aussi une question de la répartition des pouvoirs et des responsabilités. Donc il est vraiment très important que chacun puisse se retrouver dans le périmètre de responsabilité avec lequel il se sent à l'aise et effectivement qui dispose aussi d'un pouvoir de décision dans le couple. Ensuite, il y a aussi l'importance de trouver des moments pour pouvoir réinterroger le projet de couple. Ça, c'est important parce qu'au départ, quand on se met ensemble, on verbalise beaucoup les choses, on dit un peu nos attentes, la personne aussi avec laquelle on souhaite être dit ses attentes. Bah, généralement, elles convergent hein, si on décide de continuer ensemble. Et pour autant, avec le temps, soit parce qu'on a réalisé les projets, soit parce que les envies ont évolué, on ne prend pas forcément le temps de réinterroger ces choses-là. Et c'est très important, de mon point de vue, de le faire de temps en temps. Et ce qui peut faciliter ça, c'est de se prendre un temps qui sera vraiment dédié à ça. Donc ça peut être à l'occasion d'un petit déjeuner au lit un week-end, ça peut être à l'occasion d'une sortie en amoureux ou autre, mais vraiment prendre le temps de savoir où on en est maintenant dans notre couple, où est-ce qu'on souhaite se projeter. Et du coup, c'est une manière aussi de réaffirmer l'engagement de chacun dans le couple. Et puis aussi de réaliser à quel point on a avancé ou bien on n'a pas avancé. Et du coup, il faut peut-être mettre en avant certains projets. Donc ça aussi, c'est une chose, moi, que je trouve vraiment importante et ça vient consolider quand même les bases du couple. Alors là, les deux prochains conseils vont plutôt être individuels. Pour moi, c'est très important de s'aménager, de s'autoriser des moments de solitude. Très souvent, en fait, on va avoir des rôles. Le rôle d'épouse, de conjointe, le rôle de maman, le rôle de professionnel, le rôle d'enfant dans le rapport avec les parents. Et parfois, en fait, à force d'être tout le temps en interaction avec les autres dans ces types de relations, on peut avoir tendance à se perdre soi-même. Et c'est important de prendre du temps pour être seul, pour se reconnecter à soi, pour se vider aussi l'esprit. Ça peut être à l'occasion d'un soin, d'une sortie au cinéma en solitaire, un restaurant, dans un salon de thé. Ça peut être juste une balade, faire les magasins, flâner. Enfin, en tout cas, avoir des moments où on sort justement de tous ces rôles-là et on est uniquement avec soi. C'est vraiment important parce que ça permet aussi de se ressourcer et, comme je le disais, de se reconnecter à soi-même, d'être plus au clair par rapport à ses envies, par rapport à son état émotionnel également. L'autre conseil, donc, qui est tout aussi individuel, c'est vraiment de réaliser ses projets personnels. Donc, précédemment, on a parlé des projets de couple, de l'importance de les réaffirmer, de faire un bilan par rapport à ça. Eh bien, c'est la même chose par rapport aux projets personnels. Et ce qui ajoute une dimension supplémentaire par rapport à l'intérêt qu'il y a à avoir à les réaliser, c'est que nos réalisations, en fait, elles permettent de renforcer notre confiance en soi. Et c'est important de faire des choses par soi-même, d'avoir des réussites aussi à mettre à son propre crédit, parce qu'à un moment donné, en fait, on peut s'oublier, mettre en avant plutôt les intérêts du couple, les intérêts de la famille, lorsqu'il y a des enfants, et du coup ne pas faire de choses pour soi et quelque part se sacrifier pour les autres. Sauf qu'avec le temps, à un moment donné, en fait, on se retrouve déphasé par rapport à soi, on a une impression de ne pas avoir avancé personnellement, et c'est quelque chose qui peut être extrêmement contrariant, et qui peut donc venir ramener des tensions dans le couple, avec un discours qui peut être de l'ordre de moi j'ai fait ci pour toi, soit j'ai fait ça pour toi, j'ai sacrifié ceci et cela pour les enfants, comme s'il y avait derrière un manque de reconnaissance. Donc autant d'emblée prendre soin de soi, prendre soin de ses projets, faire attention à les réaliser pour conserver voilà quand même une opinion positive de soi, qu'on est capable de mener de front plusieurs choses aussi, pouvoir donner aussi de son temps à la fois à sa famille mais à la fois à soi-même. Voilà, ce sont des choses qui sont vraiment très importantes. Peu importe le projet que c'est, petit ou grand projet, c'est pas la question, mais c'est surtout de faire quelque chose de personnel, quelque chose pour soi. Le huitième conseil, hein, on arrive presque à la fin, le huitième conseil, c'est de bien penser sa manière de communiquer. En effet, comme je le disais en introduction, souvent on nous dit que la réussite ou la longévité d'un couple va reposer aussi sur sa capacité à communiquer. Donc dans la communication, il y a deux aspects.
effectivement ce que l'on dit, mais aussi la manière dont on le dit, et même le contexte dans lequel on dit les choses. Et ça, c'est important de le soigner, surtout quand on doit avoir des conversations qui vont être un peu difficiles, sur des sujets un petit peu tendus. C'est vraiment important de faire attention et aussi beaucoup à s'écouter. Parfois, on se dit à soi-même, je le sens pas. Eh bien, quand on le sent pas, il faut pas y aller parce que ça veut dire qu'on a perçu des petits signaux qui nous font comprendre que la personne n'est peut-être pas ouverte à la discussion à ce moment-là, ou même que notre propre état émotionnel ne nous permettra pas d'amener les choses comme on le souhaite. Donc parfois, c'est bien de différer certaines discussions, surtout quand elles sont importantes, et comme je le disais, qu'on ne le sent pas. C'est important d'observer aussi la personne avec laquelle on est, puisqu'au fur et à mesure, en fait, on arrive plus ou moins à décoder son état d'esprit, et donc savoir si la personne est plutôt réceptive ou si elle ne l'est pas. Si elle n'est pas réceptive et que vous avez un message important à faire passer, autant laisser passer du temps et le faire plus tard. Et ce qui peut être bien aussi en termes d'astuces, c'est de vraiment s'organiser le temps où on va communiquer. C'est-à-dire, par exemple, quand on est sur un moment un peu plus de détente, c'est parfois plus facile d'aborder certaines questions. Donc pourquoi pas, comme je le disais, à l'occasion d'une sortie, ça peut être le moment d'aborder des sujets qui peuvent être un petit peu polémiques habituellement. Lorsqu'on est en tête à tête aussi, c'est plus facile d'aborder des choses. Donc quand on a des enfants, réussir à s'organiser pour se retrouver tous les deux à aborder des questions de fond, ce sont des choses qui sont très importantes. Enfin, le dernier conseil que je souhaitais donner, c'est exprimer son amour en tout temps. Souvent, en fait, on va concentrer les marques d'affection, les cadeaux, les sorties romantiques, les petits mots d'amour au début de la relation parce qu'on est dans la phase de séduction. Et on pense justement que c'est en multipliant ces manifestations d'amour qu'on va créer l'attachement et qu'on va développer justement le sentiment amoureux. Or, en réalité, à chaque instant, on aurait besoin qu'on nous exprime notre amour. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est adulte aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de savoir que nos parents nous aiment, par exemple. Donc c'est un besoin qu'on a tout le temps. Et donc c'est important de continuer à exprimer son affection pour la personne avec laquelle on est, même si les années sont passées. Alors effectivement, ce sera moins régulier qu'au début parce qu'on n'est plus dans la phase de séduction, on a déjà consolidé les choses, mais n'en demeure pas moins que c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc de temps en temps, une petite attention qui correspond à la façon dont l'autre aime qu'on lui montre son affection, ça fait toujours du bien, à la fois à soi, mais aussi au couple, et c'est vraiment très important de conserver ça. On aurait vraiment tendance à se dire que oui, mais il le sait déjà, ou oui, mais elle le sait déjà. Oui, c'est une chose de le savoir, mais c'est autre chose de le voir. Et c'est très important, voilà, de temps en temps, de faire renaître cette flamme, et à travers, comme je le disais, ça peut être des soirées romantiques, ça peut être des déclarations, ça peut être un petit message qu'on envoie tous les matins, par exemple, juste pour dire qu'on pense à l'autre et qu'on continue, en fait, à l'apprécier, à l'aimer comme au premier jour, voire même plus. Donc voilà, c'était les 10 conseils que j'ai choisi de partager avec vous. Alors c'est sûr que j'aurais pu en partager bien plus, mais pour moi, c'était ceux qui me semblaient les plus importants. J'aurais vraiment aimé pouvoir disposer de ces conseils-là. Alors peut-être qu'on me les a donnés, mais que j'étais pas réceptive à ce moment-là, c'est aussi possible. Donc je vous engage vraiment à les intégrer, à essayer de vous les approprier et ensuite de les mettre évidemment en œuvre. Si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, ou bien un peu plus récemment, ou bien que vous n'êtes pas encore en couple mais que vous projetez de l'aide, dites-moi ce que vous pensez de ces conseils. Est-ce que ça fait écho par rapport à vos propres trajectoires? Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous aviez déjà pensé? Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner que moi je n'ai pas choisi de donner ou même auxquels je n'ai pas pensé? N'hésitez pas à me le faire savoir. Donc bien sûr, cette vidéo sera suivie d'un live où on pourra un petit peu plus creuser sur l'un ou l'autre des conseils, voire sur tous. Et vous pouvez retrouver mes articles, comme toujours, sur mon blog, dis-moi-mariama.wordpress.com. Vous pouvez retrouver les précédentes causeries également sur ma page Instagram et également sur ma page Facebook, ainsi que sur la chaîne YouTube. Et puis moi, je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine causerie. Et comme toujours, j'ai hâte.